Voici les 4 seuls ETF dont tu auras besoin à vie dans ton portefeuille. Voici le meilleur ETF pour débuter en bourse. 3 ETF à garder toute sa vie. Les ETF ont connu une immense popularité ces dernières années, avec une explosion des encours et de la part de marché, comme on peut le voir ici sur ce rapport de PWL Capital, où en même pas 10 ans, on est passé d'environ 26% à plus de 47% entre 2014 et 2023. Et c'est valable aussi pour les flux avec cette table, comme on peut le voir ici, où la gestion active perd un petit peu du terrain au profit de la gestion passive. Et c'est pas seulement valable que pour les US, si on regarde ex-US, tout le monde sauf les US, on observe des résultats complètement similaires, avec ici une part de marché qui serait passée de 14% à plus de 30% en même pas 10 ans. Et du coup, vous me voyez venir, avec cette démocratisation croissante des ETF, il y a des craintes, il y a une peur qui surgit naturellement, la peur d'une bulle. Et cette peur, elle ne vient pas simplement des investisseurs lambda comme moi, elle est aussi partagée par des investisseurs et des professionnels de la finance qui ont eu du renom dans l'histoire, comme Michael Burry. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Burry, c'est celui qui a découvert presque avant tout le monde la bulle immobilière lors de la crise des subprimes, ce qu'il a fait mondialement connaître du coup. Et là, il nous explique que pour lui, les fonds passifs ressemblent un petit peu aux CBO. Les CBO, c'était des contrats un petit peu opaques et complexes, des instruments financiers opaques et complexes, où il y avait un peu de tout dedans, des obligations, mais aussi de l'immobilier. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il y avait dedans, et c'est ce qui a occasionné cette bulle, parce que tout le monde en avait, tout le monde en achetait, et ce qui a donc occasionné la crise de 2008. Je fais une synthèse rapide, parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais globalement, voilà ce que nous dit Michael Burry. Il fait le parallèle entre les CBO et les ETF. Alors une peur pouvant être irrationnelle, moi je me suis demandé quelles sont les conditions pour avoir une vraie bulle ETF. Et pour ça, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé pas mal d'études sur le sujet, et donc je vais te partager le résultat de ces études dans cette vidéo. Et si tu me connais pas, moi je suis Maxence, ingénieur et investisseur depuis maintenant plus de 2 ans, et ce que j'aime faire sur cette chaîne, c'est tout simplement creuser dans le détail, avoir une démarche rigoureuse, par exemple avec de l'analyse de données liée à mes compétences en programmation, ou comme ici, plutôt liée à l'analyse des études, pour dégager un petit peu le vrai du faux de ce qu'on entend sur les réseaux, sur d'autres vidéos. Donc voilà, si la thématique de cette chaîne t'intéresse, eh bien je t'invite à poser un like sur cette vidéo et à t'abonner. Alors rapidement, juste pour te faire une synthèse de ce qu'est un ETF au cas où tu ne le sais pas, je vais pas te faire une présentation très large et diversifié de ce qu'est un ETF. J'ai déjà fait une vidéo sur les ETF, donc si ça t'intéresse, je te la mets en lien dans cette vidéo, mais juste rapidement quelques bases parce que ça va être important pour comprendre le reste des études. Alors un ETF c'est quoi? C'est un fonds qui essaie de répliquer un indice. Donc ici par exemple je te prends un exemple, le S&P 500, un exemple vaut mieux que 1000 mots, donc on va pas faire de la théorie, on va juste te montrer rapidement avec un exemple ce qu'est un ETF. Et donc ici par exemple si on prend un ETF sur le Standard & Poor's 500, l'indice très connu aux États-Unis qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, et bien quand tu achètes par exemple 1000 € de cet ETF, tu auras 78,80 € de Nvidia, 70,40 € de Apple, 51,40 € de Microsoft et ainsi de suite sur les 500 entreprises. Et là, tu vois tout l'intérêt des ETF, c'est que faire ça à la main, c'est juste impossible. Tu peux pas comme ça, à la main, acheter toutes ces entreprises à la bonne pondération, tout le temps les rebalancer, etc. Donc c'est pour ça que les ETF ont eu un gain énorme en popularité, c'est parce qu'ils sont très simples, en une ligne, tu as juste à acheter, c'est pas toi qui gères le rebalancement, etc. Et en plus, ils ont des frais très faibles. Et donc, la question naturelle qui vient à tout le monde, c'est si tout le monde demain achète un ETF Standard & Poor's 500, par exemple, on va rester sur cet exemple-là, est-ce que les prix des actifs sous-jacents, donc par exemple les Nvidia, Microsoft, Google, etc., qu'il y a vraiment en sous-jacent, peuvent encore refléter la réalité? Par exemple, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, une hausse de la dette, etc. Puisque si tu achètes continuellement de manière passive, aveuglément, les ETF vont eux acheter ces actions-là, vont faire gonfler les prix et il pourrait y avoir une déconnexion entre la réalité et le prix. Alors pour répondre à cette question autrement que par des discours simplistes, effectivement, il faut quand même se pencher un petit peu sur des vrais papiers de recherche parce que cette question, elle a bien évidemment été étudiée par pas mal de chercheurs. Moi, j'ai trouvé quelques papiers qui me semblaient intéressants de te partager dans cette vidéo. Et le premier papier, c'est un papier donc de Harvard Business School sur les Self-Inflated Funds. Alors je suis désolé, au passage, les papiers sont majoritairement en anglais, mais je vais essayer de te faire des traductions, ne t'inquiète pas. Donc Self-Inflated Funds, ça veut tout dire en fait, c'est des fonds qui s'auto-alimentent, c'est-à-dire qui grossissent parce que les gens viennent acheter le fonds en lui-même. Et ce qui est bien avec les papiers de recherche, en tout cas moi c'est mon ressenti, c'est que souvent on a un petit peu les résultats dans les introductions et les conclusions, on n'a pas besoin de se taper les 150 pages avec les formules mathématiques, tu vois ce que je veux dire? Donc là je vais essayer de te montrer un petit peu les principaux résultats de ce papier qui sont très intéressants dans le cadre de cette vidéo. Donc là en fait ce papier ce qu'il nous dit c'est qu'il y a un risque de boucle de rétroaction. En fait, ce qui se passe, c'est que les flux provoquent des achats automatiques. Ces achats automatiques provoquent une hausse des prix.
Cette hausse des prix provoque une meilleure performance de l'ETF. Cette meilleure performance attire de nouveaux investisseurs qui vont donc faire de nouveaux achats et qui vont donc augmenter les flux. Et là, on est sur une boucle de rétroaction. Et c'est ce que nous dit cette étude, c'est qu'en fait, les gens, ils ont tendance à acheter ce qui monte. Donc, positive returns attract inflows. Donc voilà, les rendements positifs attirent toujours plus de flux. Ces flux eux-mêmes, donc du coup, génèrent de meilleurs rendements et ainsi de suite. T'as compris. Donc là, on voit vraiment le mécanisme de bulle. Mais le papier ne reste pas à ce niveau-là. Il a plus de nuances et il dit que tous les ETF ne se valent pas, puisqu'en fait, pour que ce risque de boucle de rétroaction arrive, il faut quelques spécificités. Et dans ce papier, on nous dit que pour qu'il y ait un vrai risque de boucle de rétroaction, il faut 3 conditions. La première condition, c'est que les actifs sous-jacents soient assez illiquides. Comme ça, ceux qui veulent rentrer sur le marché, ils doivent toujours acheter de plus en plus cher, puisqu'il n'y a pas assez de vendeurs en face. Il faut qu'on soit sur des petites capitalisations boursières. Et troisièmement, il faut que le fonds ne rebalance pas vers des actifs plus liquides. Alors déjà, tu vois, tu écrèmes beaucoup d'ETF en faisant ça. Effectivement, tu vas pas te retrouver avec des ETF S&P 500 ou MSCI World. Donc là, on est un petit peu rassuré. Puisque comme tu peux le voir sur ce chart-là, on s'en doutait un petit peu. On n'avait pas besoin de l'étude pour le savoir, mais quand même, ça fait du bien de le voir. C'est-à-dire que comme tu peux voir un ETF S&P 500, comme dans mon exemple au début de vidéo, il est quand même très liquide. Puisque là, c'est l'illiquidité du fonds qui compte. C'est comme ça qu'il mesure. Et donc là, on voit déjà une tendance se dégager. C'est-à-dire que plus on va aller vers des ETF thématiques, stratégiques, sectoriels, des ETF à small cap, plus on va avoir un niveau d'illiquidité. Et en plus, cette étude-là nous permet de quantifier un petit peu, nous donner un seuil vers lequel ça commence vraiment à devenir dangereux. Et elle nous dit que quand le fonds dépasse 5% de part de propriété dans les actifs sous-jacents, là, il y a un vrai risque que dans les 3 ans, on prenne moins 30%. Bon, alors ça, ok, cette boucle de rétroaction concerne des ETF assez particuliers qui ne concernent pas l'immense majorité des investisseurs comme toi et moi, parce que moi, j'investis dans des ETF S&P 500, etc. Donc, j'ai essayé de trouver une étude qui englobe un peu plus les ETF de manière générale, qui touche la plus grande majorité des investisseurs, et je suis tombé sur un papier très intéressant. Voilà, je mettrai bien évidemment toutes mes sources dans la description si tu veux aller checker par toi-même. En tout cas, sur ce papier-là, on nous dit que au final, l'émergence de la gestion passive n'affecte pas les prix de manière globale, ce qui serait en contradiction directe avec l'hypothèse d'une bulle sur les ETF. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Cependant, comme je t'ai montré avec mes charts au début, avec la part de marché que représente la gestion passive qui est en train d'augmenter, eh bien en fait, la mécanique de boucle de rétroaction est toujours valable, parce que si demain cette part continue d'augmenter, il se pourrait bien que nos ETF larges et diversifiés comme le Standard & Poor's 500 par exemple aient un vrai impact sur les prix. Parce qu'effectivement, si on pousse le résultat à l'extrême et qu'on passe de ces 30 à 40% à 80%, tout le monde achète passivement les actifs sous-jacents sans le savoir et sans prendre en compte les informations de chiffre d'affaires, les comptes de résultats, les bilans des entreprises, la macroéconomie, etc. Et donc là, on aurait bien une décorrélation entre les prix et la réalité du terrain. Et d'ailleurs, ce papier s'est penché un petit peu sur l'information que reflétaient réellement les prix, et là, c'est sans appel, parce que entre 2000 et 2015, selon un modèle théorique, bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'indicateur qui mesure réellement l'information contenue dans les prix, mais en gros, c'est un modèle théorique qui montre un petit peu le ratio entre les gestions actives et les gestions passives, et plus il y a de gestion passive, plus le score que tu vois là, l'informativeness, donc l'information dans les prix, baisse. Et donc on serait passé de 100% on va dire en 2000, où un marché serait parfaitement efficient, à environ 70%, donc on aurait perdu 30% d'efficience de marché, ce qui serait en contradiction directe avec la théorie de l'efficience de marché, l'hypothèse d'efficience des marchés, qui nous dit que les prix reflètent bien évidemment toute l'information disponible, sauf qu'il y a un paradoxe économique qui est assez connu, enfin moi que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est le paradoxe de Grossman et Stiglitz, qui nous dit qu'en gros, si les marchés étaient parfaitement efficients, alors bien évidemment, toute l'information serait reflétée par les prix, et donc il n'y aurait pas de possibilité d'aller chercher d'autres informations pour essayer de battre le marché, ce qui ferait qu'il n'y aurait plus vraiment d'échange dans les marchés, puisque personne n'achèterait ou ne vendrait, et donc les marchés s'effondreraient. Ça me fait penser un petit peu à ce que Charles Gave dit régulièrement, c'est que les marchés se trompent toujours à court terme et ont toujours raison à long terme. Donc tu vois, à court terme, effectivement, les marchés sont pas efficients, les nouvelles sont intégrées petit à petit, et donc après on converge vers la réalité. Et donc cette perte d'information-là, liée à la gestion passive, on peut voir ça comme un problème, parce qu'effectivement, plus les prix sont décorrélés de la réalité, plus on a un risque de bulle effectif. Et c'est là où moi, ce papier m'a vraiment rassuré, c'est que regarde, en fait, il va y avoir un jeu d'équilibre qui va se faire, c'est qu'en fait, plus les prix sont décorrélés de la réalité, plus ça laisse des opportunités, par exemple pour la gestion active, comme des stock pickers,
d'aller chercher des vraies opportunités. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, par exemple, pour les stock pickers. Il va être moins difficile d'aller faire des vraies opportunités avec du stock picking qu'avant. Et donc, c'est ce que nous dit ce papier-là, hein. C'est que ça va venir attirer de nouveaux investisseurs passifs. Et paradoxalement, en fait, les ETF ont un rôle auto-nettoyant sur la gestion active parce qu'en fait, les gestionnaires actifs les moins performants vont être écartés puisque grâce à l'étude Spiva, assez démocratisée maintenant, on sait que 90% des fonds actifs sous-performent le Standard & Poor's 500. Donc ce qui va rester, c'est les meilleurs, et les meilleurs, en fait, ça nous fait une foule, on va dire, un peu plus smart, un peu plus compétente, et donc va permettre de mieux rééquilibrer le marché, en rendant les marchés un peu plus efficients. Un autre point qui tend à rassurer un petit peu les investisseurs ETF long terme comme moi, c'est aussi le fait que, avec la démocratisation des ETF, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'investisseurs qui vont pouvoir prêter leur part d'ETF, ce qui va permettre aux gestionnaires actifs de shorter à un meilleur prix. Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que comme on diminue le coût, eh bien ça permet au marché d'intégrer plus rapidement les mauvaises nouvelles. Et donc si on retourne sur l'indicateur clé pour moi à surveiller pour savoir s'il va vraiment y avoir une bulle généralisée liée aux ETF, c'est de savoir est-ce que cette courbe va continuer à monter dans le temps. Pour moi, c'est non, parce qu'il y a un mécanisme d'autorégulation qui se fait avec la gestion active. Plus cette courbe monte, plus elle donne des opportunités aux gestionnaires actifs de faire des bonnes affaires. Et donc, j'imagine pas que cette courbe va dépasser les 70% par exemple. Et donc, pour répondre à la question globale, est-ce qu'il y a de manière générale une bulle ETF? Je ne pense pas. Comme on l'a vu sur cette vidéo et avec ce premier papier, effectivement, il y a des vrais risques de bulle ETF sur des petits ETF basés sur les small caps, les ETF sectoriels, thématiques, etc. Donc, c'est plutôt là qu'il faudrait se méfier, en tout cas mener des vraies recherches. Et donc, plutôt le vrai danger, c'est de dire que tous les ETF se valent, dont ils ne se valent pas. Il faut faire ses propres recherches. Un ETF S&P 500 est beaucoup plus safe, on va dire, d'un point de vue de bulle, d'un point de vue de risque systémique qu'un petit ETF. Et aussi une bonne nouvelle pour nos amis les stock pickers, les gestionnaires actifs, c'est que avec la démocratisation des ETF, eh bien, il va être de plus en plus facile de faire des bonnes affaires avec la gestion active. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine.